Bonjour, nous sommes samedi 22 mars, 20h47, au moment où je démarre l'enregistrement de ce podcast. J'ai déjà une émission prévue pour sortir sur YouTube demain. Elle est déjà sortie sur Spotify et Deezer, certes, mais je ne pouvais pas me taire, j'avais trop de choses sur le cœur aujourd'hui, et me voilà obligé, alors que je pourrais me reposer ou travailler pour mes élèves en ce week-end, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Pas de chanson aujourd'hui. Je suis, comme vous le savez peut-être, sur le chapitre, enfin sur le livre plutôt Mémoricide de Philippe de Villiers. J'avais énormément de choses à dire depuis hier soir en ayant terminé le chapitre sur l'avortement. J'aurai d'autres choses à dire lorsque j'aurai fini l'ouvrage en entier, mais je voulais déjà parler de ce sujet ô combien tabou sans savoir comment. Mais après l'avoir lu hier, il faut que l'on en parle. Philippe de Villiers, donc, dans ce chapitre, raconte que même Simone Veil souhaitait avant tout garantir le respect de tout être humain et que l'avortement ne devait être envisagé qu'en cas d'absolue nécessité. Est-ce que, bordel de merde, on peut le dire ça? La vérité mérite le respect, le débat, la vie mérite le respect et le débat. Le butoir est aujourd'hui passé de 10 semaines à 14 semaines depuis Madame Veil. Surtout, c'est bien plus simple que jamais d'avorter. Il est folie et hypocrisie absolue de ne pas avoir le droit de débattre de ce sujet et que le fait d'en débattre soit quelque chose de condamnable pénalement. C'est une insulte à la vie, une insulte ultime envers l'intelligence des femmes et des hommes. Mais admettons que ce sont surtout les femmes qui prennent la décision et vont envoyer bouleverser leur chimie interne, les hormones de leur corps avec cette décision. Qu'est-ce que cela signifie? Que les femmes sont manipulables au point qu'à la moindre objection, elles risqueraient de changer d'avis? C'est quel niveau d'hypocrisie sur l'intelligence de la femme, sur le peu de valeur accordée à la vie, sur la liberté d'expression, d'opinion dans ce pays? Vous n'aurez pas mon avis complet sur l'avortement. En revanche, mon avis sur le fait qu'il est pitoyable de ne pas avoir le droit d'en parler, vous l'avez. C'est révélateur à la fois du malaise que provoque, à raison, mais ce n'est pas une raison justement, ce sujet pour en arriver à interdire le fait d'en parler. J'insiste, mais c'est tellement révélateur et en lien avec l'ouvrage de la semaine. L'être humain, la femme, n'est-elle pas capable de débattre intelligemment et sereinement aussi de sujets délicats, certes, mais importantissimes? C'est de la vie, de la liberté, de l'intelligence de chacun dont il est, j'en perds mes mots, fondamentalement question ici. Avant de passer à la suite, dites-vous encore que selon De Villiers, peu importe ce que vous pensez de lui, je m'en fous, Simone Veil, et on le voit dans ses écrits à elle d'ailleurs, n'aurait certainement pas approuvé le point où nous en sommes rendus aujourd'hui. Pour citer De Villiers, on est passé de la dépénalisation de l'avortement à la pénalisation de la parole de vie. C'est une étape très au-dessus alors même que les deux points peuvent ne pas être parfaitement opposés. Dans l'intelligence, il y a des nuances. Je le recite, les peuples qui perdent le sens de la vie sont balayés. Je suis un prof, j'aime la vie, j'aime le débat, c'est tout ce que vous avez à entendre. Je viens de vous gueuler dessus pendant 4 minutes, on va se calmer. Connaissez-vous les stéréogrammes? Sinon, eh bien, allez faire un tour sur YouTube et vous découvrirez ce que c'est. Faites travailler vos yeux, faites travailler vos muscles oculaires, essayez de découvrir les messages, enfin les images, il n'y a aucun message caché dans les stéréogrammes, les images cachées dans les stéréogrammes, et vous allez voir que si vous y arrivez, c'est étonnamment satisfaisant. Et puis vous allez découvrir peut-être de nouveaux muscles oculaires sur lesquels vous ne pensiez pas avoir le moindre contrôle. Allez, on se détend, mais on va se réénerver par la suite. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, si je n'avais pas prévu d'enregistrer en ce samedi 22 mars à 21h, je n'ai même pas encore mangé. Je suis tracassé au travail sur cet épisode depuis la lecture de ce chapitre-là. Et pourtant, voilà, ça ne fera que 4 minutes sur l'émission du jour, mais il fallait absolument que j'en parle. J'ai l'ouvrage parfait, je vous spoile pas encore, mais c'est un ouvrage dont je parlais déjà à l'émission précédente.
Donc je me suis dit, là on est parti pour 4 minutes enflammé sur le sujet de l'avortement et surtout l'interdiction de pouvoir débattre de ce sujet-là. C'est ça qui me choque le plus, j'espère que vous l'avez compris. Et l'ouvrage du jour, vous allez le voir incessamment sous peu, devrait également vous donner matière à réfléchir et c'est tout le but. Bonjour, bonsoir les loups et loulous, bienvenue dans l'émission Prof de droite, l'émission qui distribue des uppercuts éducatifs avec élégance, bienveillance mesurée, très mesurée, et un mélange bien épicé de bonne humeur et de colère. Les high kicks de ce podcast feront valser en 2 mouvements 3 temps bien des protège-dents des bords de Seine jusqu'au sommet des Alpes, jusqu'au bord de l'océan Atlantique dans le creux des vagues basques les plus fraîches, jusque dans les pâturages pyrénéens, jusque dans les assiettes grasses et juteuses de Bretagne et du Nord, jusque dans les richesses du sud de la France, et tout ceci enfin en passant par la plus belle région du monde, l'Alsace. Et vous le savez bien sûr, si je vous moleste, c'est que je vous aime, et vous savez que qui aime bien châtie bien. Quand vous voyez à quel point je vous châtie, vous devez vous douter à quel point je vous aime, à quel point vous êtes mes prochains et à quel point je veux le meilleur pour chacun et chacune d'entre vous. Si t'es pas d'accord, pose-moi donc ton téléphone, fais l'effort d'écouter ce podcast jusqu'au bout, prends donc un bretzel. Je ne parle évidemment pas des saloperies honteuses que l'on retrouve dans vos apéros, mais d'un vrai beau bretzel fait maison par un beau et gentil boulanger de notre chère région alsacienne. Cette émission, puisqu'ici l'on tâchera au maximum de s'exprimer en français, durera 1 heure et elle est disponible sur YouTube, Deezer et Spotify. Je pense que je ne sortirai cet épisode du coup que dimanche 30 mars et je vais comme à l'accoutumée le sortir de suite sur Deezer et Spotify. Ici nous promouvons, nous nous battons pour retrouver une société disposant d'un corps sain dans un esprit sain au service d'une jeunesse harmonieuse, équilibrée pour une nation éduquée et bien éduquée, capable de maintenir. En voilà un vocabulaire éloigné du vocabulaire actuel des enseignants, je m'astreins avec vous à une discipline de pensée hors des clous et plus que jamais, et de transmission à mes élèves, de par mon métier hors antenne, mais à vous également, je vous présenterai ici mes opinions réfléchies, les valeurs que je partage et défends afin que les parents, futurs parents, profs et tout membre de la communauté éducative, ou même les curieux et les bons de lettres et les anciens réfléchissent avec moi et sachent ce que vivent et vivront les enfants et ce que vivent les profs également à l'école. Nous rappelons comme à chaque fois aux profs la notion de neutralité politique qu'évidemment je ne respecte pas toujours, aujourd'hui encore une fois moins que jamais. Mais vous êtes des adultes responsables, justement capables de réfléchir et réfléchissez. Et ne faites pas comme certains, ah oui mais la loi dit ça, putain le jour où la loi, je vais prendre un argument à la con, encore un point Godwin, le jour où la loi va vous demander de vous jeter par la fenêtre, vous allez le faire. Pour résister au Covid-25, jetez-vous par la fenêtre. Merde. Commencez à réfléchir. Donc j'espère de votre part une écoute active. On ne bourrera jamais ici le crâne d'enfants, ni même d'adultes de valeurs terribles et antinaturelles. Vous savez à quel point j'aime la nature. On ne cède pas aux pseudo-dictates moraux récents aux conséquences catastrophiques sur la jeunesse, et nous montrons bien au contraire la voie séculaire ardue, pentue, mais ô combien gratifiante pour notre future génération qui a besoin d'être guidée en ces temps troublés. Pour résumer en mots-clés ce que vous allez retrouver dans l'émission, promotion du goût de l'effort, du travail, défense de la beauté de notre pays, adoption d'une mentalité positive de conquérant, sortie de la torpeur, négativité, pensée unique, passage à l'action. Nous poursuivons le but ultime de vaincre l'horrible nihilisme ambiant. Cette émission est préparée en amont, mais cependant, je ne ferai pas de travail de redécoupage. J'ai oublié de vous faire le plan, mais à ma décharge, et je ne sais pas si vous allez me croire, je me suis pété une veine du nez en vous faisant cette introduction enflammée. Je m'en excuse, donc j'ai pissé le sang du nez comme après un mauvais coup à la boxe. Ah, bon, bref,
Donc oui, après cette introduction enflammée, j'ai dû faire une petite pause de 10 minutes. Mais bon, allez, tout va bien, on est parti sur notre première partie. Oui, je ne vous ai pas fait donc le plan, mais c'est pas grave, vous allez le découvrir, ce sera la surprise. Différencier l'enseignement, comment, pourquoi, les limites, intérêts, autres que pour les seuls enseignants, mais aussi, comme d'habitude, pour les parents. Alors, la différenciation pédagogique est-elle un levier pour la réussite des élèves ? La différenciation pédagogique, c'est une approche qui consiste à adapter l'enseignement aux besoins, rythmes et styles d'apprentissage des élèves. On a vu à l'épisode numéro 1 que les styles d'apprentissage n'existent pas réellement. Il n'y a pas réellement d'élèves qui sont visuels, ni d'adultes évidemment, qui sont visuels, auditifs ou que sais-je encore, ou kinesthésiques, ou voilà. Ce sont des théories qui ont existé à une époque et aujourd'hui qui sont largement remises en cause. Les styles d'apprentissage n'existent pas. Le mieux, c'est de manier différents styles d'apprentissage, surtout lors des premiers stades de la jeunesse. L'idée repose sur le fait que chaque apprenant est unique et que les pratiques éducatives doivent être diversifiées pour garantir l'équité des apprentissages. On a déjà parlé également de l'équité. Toutefois, certaines recherches récentes interrogent les limites de la pratique, notamment en ce qui concerne les élèves en difficulté, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Faut-il différencier à tout prix ou bien préserver un enseignement uniforme ? Quelles sont les conséquences d'une différenciation excessive ? Voilà toutes les questions que nous allons nous poser. Première partie, la différenciation pédagogique, principe et mise en œuvre. Pourquoi différencier ? C'est la question de base. L'objectif principal de la différenciation, c'est favoriser la réussite de tous les élèves, en tenant compte de leur diversité. Parmi les raisons qui justifient son usage, on trouve l'hétérogénéité de la classe. Chaque élève possède des acquis, des difficultés, une histoire même, et un rythme d'apprentissage qui lui sont propres. L'engagement et la motivation, une adaptation des activités au centre d'intérêt et aux compétences de chaque apprenant favorise l'implication. L'inclusion scolaire, la différenciation permet de répondre aux besoins des élèves en situation de handicap par exemple, ou tout simplement pour des difficultés d'apprentissage plus ou moins grandes. Comment différencier l'enseignement ? Plusieurs stratégies existent pour mettre en place une pédagogie différenciée. Différenciation des contenus, c'est-à-dire adapter le niveau de difficulté ou la nature des savoirs enseignés. Pour faire très simple, on donne à un élève qui est bon à faire un complément à 1000, 347 plus combien égale 1000, et à un autre élève, on lui donne beaucoup plus facile, un complément à 10, 4 plus combien égale 10. Voilà, je ne peux pas faire plus simple pour votre compréhension. Différenciation des processus, proposer des méthodes d'apprentissage variées, des travails... pardon, 1000 excuses, mais je vous rappelle qu'il est tard. Donc des travaux individuels, en groupe, par des approches plus ou moins sensorielles, notamment les méthodes Montessori pour le plus jeune âge, etc., etc. Différenciation des productions, permettre aux élèves d'expliquer ce qu'ils ont appris par différents moyens, exposés, rapports écrits, présentations multimédia, la classe inversée, là aussi, etc., etc. On pourrait revenir sur les intérêts de chacun de ces points, mais bon, on y passerait des heures. Différenciation de l'évaluation, et alors ça, moi je vous le dis, en tant qu'enseignant, je suis absolument contre tout cela. Concevoir des modalités d'évaluation adaptées aux forces et faiblesses de chacun. Alors, pour être plus précis par rapport à ce que je viens de dire, je veux bien différencier les contenus, les processus, les productions. En revanche, différencier l'évaluation, je suis absolument opposé à cela. Sauf élèves avec des situations de handicap graves, bien sûr. Bien entendu. Mais pour des élèves, évidemment ce terme n'est pas du tout approprié, normaux, donc entre guillemets normaux, là, hors de question de différencier l'évaluation. Tant pis. Deuxième partie, limites et controverses autour de la différenciation. Risque de segmentation excessive. Si la différenciation vise à réduire les inégalités, elle peut parfois produire l'effet inverse,
Une baisse des exigences, certains élèves pourraient se voir proposer des activités trop simplifiées qui ne les confrontent pas suffisamment à l'effort intellectuel, la fameuse zone proximale de développement sans laquelle il n'y a pas d'apprentissage, une perte de repères communs, trop de différenciation peut nuire à la cohésion du groupe classe et à la construction d'une culture commune, voire au bien-être de l'enseignant s'il commence à se mettre bien en tête qu'il faut que chacun de ces 20, 25, 30 élèves ait un travail différent, un plan de travail différent qui lui soit adapté. Ça finit avec des enseignants qui se noient sous le travail, et je vous assure que ça arrive. Stanislas Dehaene, neuroscientifique et président du Conseil scientifique de l'éducation nationale en France, insiste sur l'importance de maintenir des attentes élevées pour tous les élèves, y compris ceux en difficulté, afin d'encourager leurs efforts et leur progression. Je ne paraphrase pas, je vais beaucoup plus loin que lui, comme à mon habitude. Mieux vaut mettre un petit coup de pied au cul à un élève en le mettant face à un exercice trop dur pour lui faire comprendre qu'il s'est laissé un peu trop vivoter et qu'il va falloir qu'il s'y mette, plutôt que lui dire mais non t'inquiète, regarde j'ai différencié, on est à ton niveau, on est, pour reprendre mon exemple des compléments à 10, t'inquiète pas, on va y rester jusqu'à ce que ça rentre. Au bout d'un moment il faudra comprendre que on n'est plus censé en être là et qu'il est grand temps qu'il se rende compte qu'il a pris du retard s'il veut avoir une chance de le combler. Et c'est ça, encore une fois, la réelle, j'allais dire bien-pensance, non, la réelle bienveillance, pardon. Une différenciation nuisible aux élèves en difficulté. Contrairement à l'idée reçue, certains élèves en difficulté ne bénéficient pas du tout d'une approche trop individualisée. Ils ont besoin d'être confrontés à l'erreur, qui peut être positive encore une fois, c'est comme la critique. L'apprentissage se renforce par la correction des erreurs. Or, une adaptation trop poussée pourrait empêcher les élèves de rencontrer des défis stimulants. On est encore dans l'idée de zone proximale de développement. On va un peu plus loin que ce que tu sais faire actuellement pour te montrer le palier suivant de l'apprentissage, en y mettant la motivation sur laquelle on a déjà fait également un épisode. Effet Pygmalion inversé, en adaptant excessivement l'enseignement, on risque d'entretenir chez ses élèves un sentiment d'incapacité au lieu de les inciter à progresser, ou alors on va les enfermer, là au contraire, dans la zone de confort et ils ne vont jamais souhaiter en sortir. Nécessité de l'effort cognitif, pour Stanislas Dehaene à nouveau, le cerveau apprend mieux lorsqu'il est mis en difficulté et encouragé à mobiliser ses capacités d'adaptation. On a déjà parlé, encore une fois, tout est lié dans ce superbe, magnifique, resplendissant podcast de neurosciences. Et justement, Stanislas Dehaene en est l'un des fers de lance. Troisième partie, vers un juste équilibre entre uniformité et différenciation. L'intérêt d'un enseignement structurant, plutôt que de chercher à tout différencier à tout prix, il s'agit plutôt de trouver un équilibre entre le socle commun d'apprentissage, qui garantit à tous les élèves une base de connaissances et de compétences essentielles, et je suis parfaitement en accord avec cela, et ensuite des adaptations ponctuelles et ciblées qui tiennent compte des besoins, envies et projets de vie, projets d'envie des élèves, sans sacrifier les objectifs académiques. Le rôle des enseignants et des parents. Pour les enseignants, structurer l'enseignement en fixant des exigences claires tout en accompagnant les élèves dans leur progression. Pour les parents, favoriser une culture de l'effort et valoriser la persévérance plutôt qu'une recherche de facilité. En conclusion, la différenciation pédagogique est un outil puissant mais à manier avec discernement. Si elle permet d'adapter l'enseignement à la diversité des élèves, elle ne doit en aucun cas se transformer en un nivellement par le bas, durable. On peut niveler par le bas pendant un moment pour rattraper certaines grosses lacunes, certaines bases qu'il faut à tout prix retravailler, mais au bout d'un moment, il faut à tout prix quitter, et même rapidement, ce nivellement par le bas, au risque de s'y enfermer définitivement. Pour être efficace, elle doit toujours viser l'excellence pour tous, en s'appuyant sur les principes neuroscientifiques de l'apprentissage. Trouver le bon dosage entre homogénéité et individualisation reste le défi majeur de l'éducation contemporaine.
J'ai peut-être été un poil vite sur la conclusion, mais ce qu'il faut retenir comme pour beaucoup de choses, c'est que justement, comme pour beaucoup de choses, la vérité est comme souvent dans la mesure et dans la capacité à prendre du recul, dans l'adaptation, comme pour tout ce qui est enseignement. Que suis-je donc sur cette terre? Un homme qui est prêt à mourir, un homme qu'on appelle volontaire, qui sait servir et sait mourir. Voilà, vous l'avez eu, votre petite chanson. Allez, un peu de cœur. Je me suis servi, ou j'ai emprunté plutôt un peu le podcast qui s'intitule Le meilleur résumé, pour me rappeler un peu, me remémorer un peu cet ouvrage que j'ai lu plusieurs fois lors de mon adolescence. Oui, j'étais un ado qui dévorait La mort est mon métier, Vipère au point, Fatherland, Eragon, Harry Potter, des mangas et Fahrenheit 451. J'étais ce genre d'adolescent. Ray Bradbury, qui est l'auteur de notre livre du jour, donc Fahrenheit 451, a vécu entre 1920 et 2012. Il était un écrivain américain de science-fiction, célèbre pour ses récits dystopiques mêlant anticipation et critique sociale. Fahrenheit 451 a été publié en 1953, donc moins de 10 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Demeure son œuvre la plus emblématique, dénonce la censure et l'abrutissement des masses. Il fut un auteur prolifique, il a influencé la science-fiction moderne tout en défendant une vision humaniste. Fahrenheit 451 s'inscrit dans la lignée des grandes dystopies du XXe siècle, aux côtés de Fatherland, qui est un autre ouvrage de mon adolescence, oui, de 1984 dont on a parlé au premier épisode, et Le meilleur des mondes d'Huxley, je vais y arriver, ou peut-être pas, donc j'allais dire on l'étudiera dans un prochain épisode, mais si je ne suis pas capable de prononcer son nom de famille, peut-être pas. Son titre fait référence à la température en degrés Fahrenheit, 233 degrés Celsius. Ne me remerciez pas si vous êtes comme moi, autiste des nombres et dates, je vous évite le fastidieuse, dirait Guetno, tâche de faire cette recherche. Température donc à laquelle le papier des livres est censé s'enflammer, s'embraser. L'œuvre dépeint une société où la lecture est interdite et où les pompiers n'éteignent pas les incendies, mais au contraire, ils sont chargés de brûler les ouvrages, instruments jugés subversifs. En voilà une inversion des valeurs, si ça vous fait penser à notre société pleine d'inversion des valeurs. C'est normal. À travers cette fiction glaçante, Bradbury dénonce une société de la surveillance, Covid, du conformisme, mondialisation, de l'abrutissement des masses, kit de survie de Macron, où la peur, le méchant russe, le divertissement de masse, le pain, les jeux, les foot, et les supporters abrutis, désolé de taper sur le foot qui est un beau sport, mais malheureusement, vous savez ce qu'il en est. Voilà, j'ai beaucoup toussé, mais voilà, tout ceci annihile toute réflexion critique. Faut-il que je revienne sur l'avortement maintenant? Je n'ai pas besoin de tousser pour celle-là. Je vous ai déjà fait tous les parallèles avec notre monde, donc vous savez déjà où je vais en venir avec cet ouvrage. Pour détendre l'atmosphère, avec une blague sexiste, donc pas sûr que ça détende l'atmosphère en 2025, mais de manière ironique, comme dans 1984, la femme du protagoniste Mildred se désintéresse totalement de la lecture et se réfugie dans les plaisirs artificiels de la télévision et des médicaments. Si cette boutade peut vous amuser, je l'espère qu'elle ne vous offense point. Elle souligne surtout la dénonciation d'un totalitarisme insidieux, qui est le pire des totalitarismes puisqu'il n'est pas assumé, visant davantage le collectivisme et l'uniformisation des esprits plutôt qu'une quelconque élite intellectuelle de droite. Où est-ce qu'elle remet l'homme qui démissionne de sa force, de son devoir de vigilance, au centre des responsabilités qu'il a lâchement abandonnées sous prétexte de liberté des autres? En voilà un autre sujet tabou. Quand on voit où tout cela conduit aujourd'hui, tentative de suicide, anxiété, mal-être, c'est vrai que ça a beaucoup réussi à cette société.
le fait que le patriarcat lâche la bride, si on veut l'appeler comme ça, de manière extrêmement grossière et même fausse. Ah oui, vous allez en bouffer du parallèle avec la société actuelle. Je vous ai dit que si j'enregistre un deuxième épisode cette semaine, c'est que je suis colère, au point d'en perdre mes mots et mon latin. Cette œuvre, loin de ne s'attaquer qu'au fascisme comme certains vous le diraient, tout comme 1984, s'inscrit surtout dans une critique acerbe des régimes communistes qui cherchent à dominer la pensée par le contrôle absolu de l'information et la réécriture permanente de l'histoire, et par la fabrique d'idiots utiles. Vous avez une belle triade de ce qui fait notre société actuelle encore une fois. Contrôle absolu de l'information, réécriture permanente de l'histoire, fabrique d'idiots utiles, qui existent également dans les régimes fascistes, je n'ai pas dit le contraire. Une société de la surveillance et de la peur. Dans Fahrenheit 451, la surveillance est omniprésente. Les murs écrans scrutent et influencent chaque individu, tout comme le télécran d'Orwell dans 1984. La population vit dans une terreur latente où la délation est encouragée. Ça m'a toujours choqué quand j'étais petit à l'entrée des villages français, le panneau voisin vigilant. J'ai toujours cru que dans un pays qui a connu l'occupation et les années 40, c'était quand même très étonnant. Et puis mon père a fini par me dire que non, c'était pour dire que les voisins sont gentils et que s'ils voient que des cambrioleurs se rendent dans ton jardin, ils vont être capables d'intervenir. J'espère que mon père a raison. Mon papa a toujours raison. La population vit dans une terreur latente, le disais-je, où toute dissidence est punie par le feu. On allume des feux, on ne les éteint plus. Coucou Strasbourg au Nouvel An, mais c'est bien, ça détend la jeunesse de banlieue. Ouh, ce podcast va être dur. Les citoyens sont conditionnés dès l'enfance à croire que la lecture est une activité dangereuse, synonyme de malaise et de conflit, puisque c'est à l'enfance que tout se joue. CF, les jeunesses hitlériennes, et oui, je ne frappe pas que sur la gauche, quoique le nazisme, pour rappel, se prénomme, si l'on peut lui donner un prénom, national-socialisme. Rappel nécessaire. Le gouvernement ne se contente pas d'interdire et détruire les livres, il veille à ce que personne ne puisse même avoir l'idée de remettre en question son pouvoir. Là encore, si vous repensez au débat interdit sur l'avortement, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous, c'est votre cerveau, vous êtes coupable. Le capitaine Beatty, incarnation du cynisme du régime, justifie cette politique en expliquant à Montag, notre anti-héros, tout comme l'était... Mince, je n'arrive pas à retrouver le nom du héros de 1984. Laissez-moi fermer. Winston Smith. Et oui, magie du montage, ça ne me serait pas revenu tout seul, malheureusement. Donc, Beatty explique à Montag que la censure est avant tout motivée par le besoin de protéger la population du mal-être et des conflits intellectuels. Elle est bien bonne. Selon lui, les livres engendrent des désaccords et des pensées dérangeantes qui rendent les gens malheureux, comme le fait de devoir démêler deux arguments contraires. Et oui, ce n'est pas simple. On attend toujours les débats de politique, capables de se mettre d'accord, de faire preuve d'empathie, d'avouer que certaines de leurs visions ont été par l'échange avec un homologue ou avec un adversaire modifiées, mais ce sont des choses que vous ne verrez jamais. Alors que moi, en toute modestie, si je perds un débat, je suis capable de reconnaître que mon opinion a changé, que je me suis rendu compte que peut-être je me suis trompé, etc. Mais ce sont des choses que vous ne verrez jamais de la part de nos politiques, du moins de nos politiques actuelles. La suppression des livres est donc aux yeux de notre capitaine Beatty un moyen d'assurer une société paisible et homogène, très homogène. Cette logique perverse illustre la manière dont les régimes totalitaires exploitent la peur et la désinformation pour maintenir leur emprise. Je tousse encore, coucou Covid, coucou guerre, coucou Ukraine, coucou écologisme. On en reparlera. Allez, renseignez-vous juste sur les éoliennes pour commencer. Ce contrôle totalitaire qui repose sur la peur et la surveillance trouve un écho sinistre dans notre propre époque. Certes, les livres ne sont pas brûlés en France, mais le constat est pire.
Les gens ne lisent plus alors qu'ils ont accès, même plus que jamais, à tous les ouvrages, ne serait-ce qu'aujourd'hui, les ouvrages d'occasion, même des ouvrages célèbres, introuvables en librairie neuve, sont disponibles d'occasion à prix plus que modique, mais les gens ne lisent plus. Selon une étude du Centre national du livre en 2022, le temps consacré à la lecture ne cesse de diminuer, surtout chez les jeunes, happés par les écrans et les divertissements numériques, ce qui leur donne aujourd'hui un temps d'attention mesuré à 9 secondes, soit une seconde de plus qu'un poisson rouge. Il est donc évidemment impossible de lire ne serait-ce qu'un paragraphe. Là où autrefois un Français moyen lisait plusieurs livres par mois, aujourd'hui il peine à en ouvrir quelques-uns. Cette évolution est préoccupante. Sans recours aux autodafés, la culture disparaît tout de même, remplacée par des flux d'informations instantanés et standardisés et des contenus de plus en plus abrutissants. Cela plus un manque d'éducation à l'esprit critique qui est absolument terrible et vient en partie, ou devrait venir plutôt en partie, de la lecture justement de plein d'œuvres de genres différents. Être capable de confronter là aussi des œuvres, des opinions qui ne viennent pas des mêmes milieux, des mêmes cultures. Les quelques-uns qui lisent encore mais qui ne lisent que des petits romans sans intérêt, à l'eau de rose ou que sais-je encore, c'est évidemment mieux que rien, mais cela reste largement insuffisant, surtout en période trouble où beaucoup de choses se jouent et beaucoup de choses vont se jouer. Oui, je m'éloigne beaucoup de l'œuvre aujourd'hui, mais il le faut. Médication et anesthésie de la conscience. Dans Fahrenheit 451, Ray Bradbury met en lumière une société où l'usage excessif de médicaments sert à maintenir les individus dans un état d'apathie, les détournant de toute réflexion critique. Faut-il que je vous fasse un dessin des similitudes avec notre époque ou bien un jeu des 2 différences, et non pas un jeu des 7 différences? Cette thématique trouve une résonance particulière dans notre société contemporaine, notamment en France, où la consommation de psychotropes demeure significative. Attendez, je vais boire un coup, parce que je suis en train de m'étouffer dans ma rage. Allez, j'ai fait mes devoirs pour vous, quelques chiffres aujourd'hui en France avant de revenir à l'œuvre. Consommation de psychotropes en France. Selon une étude de Santé publique France, environ 16 millions de personnes âgées de 11 à 75 ans ont déjà consommé des médicaments psychotropes. Ça veut dire à peu près 30% de la population française. Et encore, on exclut du coup les moins de 11 ans et les plus de 75 ans. Donc sur la population 11-75, on est au moins à 30% donc. Les anxiolytiques sont les plus utilisés, suivis des hypnotiques et des antidépresseurs. Pour que vous ne disiez pas que je sors des chiffres de mon cul, c'est une recherche de la DREES, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. En 2021, plus de 4,4 millions de Français ont pris des antidépresseurs ou des régulateurs de l'humeur, tandis que plus de 4,2 millions ont consommé des anxiolytiques. Ça fait moins de 10% de la population, ce qui me paraît peu, et si c'est vrai, c'est presque un peu rassurant, mais disons que dans une population adulte, ça fait quand même 1 sur 10. Les femmes sont particulièrement concernées, avec 3 millions environ d'utilisatrices d'antidépresseurs contre 1,5 million d'hommes et 3 millions encore de femmes consommatrices d'anxiolytiques contre 1,5 million d'hommes là encore. Évidemment, il peut y avoir des chevauchements, des femmes qui sont à la fois consommatrices d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, et puis certaines femmes qui sont, entre guillemets, seulement sous antidépresseurs ou seulement sous anxiolytiques. Selon une étude publiée en octobre 2024, plus de 8 millions de rendez-vous ont été pris chez des psychologues depuis le début de l'année, marquant une hausse de 13,8% par rapport à la même période. Univadis a mené cette recherche. Les jeunes adultes sont particulièrement concernés. Le volume de consultation des 18-24 ans chez les psychologues a augmenté de plus de 60% en 3 ans. Si ça ne montre pas qu'on est à l'aube, à l'orée d'une catastrophe et qu'on est en plein dedans et que pour en sortir, vous savez désormais les termes qui doivent guider votre vie et je vous les rappellerai un peu plus tard, vous le savez.
Ce ne sont pas les anxiolytiques et les antidépresseurs qui vous sauveront. Ils peuvent peut-être aider certaines personnes à la marge, mais certainement pas être la solution pour tous, pardon. J'avais une discussion fort intéressante avec ChatGPT qui refusait de me sortir des chiffres et à force de de le harceler puisque lui ne pourra pas porter plainte, il a fini par me dire que selon lui, du coup, là je n'ai pas d'autres sources que ChatGPT, donc selon lui en France, 7 à 10% des adultes consultent un psychologue régulièrement et la fréquentation des sophrologues et naturopathes ou autres professions du style est en forte augmentation. Je lui ai encore demandé une estimation si on combinait tous les métiers de ce type-là. Pardon. Et il m'a répondu, je cite ChatGPT, en combinant psychologue, psychanalyste, sophrologue et naturopathe, on peut estimer qu'environ 15 à 20% des adultes en France consultent régulièrement l'un de ces professionnels. Évolution de la consommation. Entre 1980 et 2001, la consommation d'antidépresseurs en France a été multipliée. Pas la preuve qu'on a un problème. Encore. Cependant, depuis 2010, cette tendance tend à se stabiliser. Youpi. On pourrait même parler dans cette partie-ci du nombre de consommateurs réguliers de cannabis qui s'élève. Alors là, je crois, c'est de mémoire, peut-être que je dis une bêtise, mais on est encore à 5 millions. 5 millions en France, quasiment 10% de la population, encore. Voilà. Et enfin, consommation chez les personnes âgées. La consommation de psychotropes augmente avec l'âge. Environ 33% des femmes de plus de 65 ans consomment une benzodiazépine anxiolytique et 18% une benzodiazépine hypnotique pour aider à l'endormissement, pour dormir. Et on va en parler avec Fahrenheit 451. De plus, une personne sur deux de plus de 70 ans fait usage de psychotropes en France. Au total, 20% des 10 millions de personnes âgées consomment de façon chronique des hypnotiques ou anxiolytiques malgré les risques importants liés à ces médicaments. Cette fois-ci, c'est une recherche de santé et sécurité au travail et de l'INRS, l'Institut national de la recherche scientifique. Je ne connais pas bien la vieillesse, donc là j'essaye de ne pas juger, je me permets moins. Pour le reste, en revanche, les médecins sont en partie responsables et devraient prescrire, je rappelle qu'ils le peuvent, pour commencer de l'activité physique à leurs patients, avant que de leur donner tout de suite des antidépresseurs, anxiolytiques, arrêt de travail, que sais-je encore. Les différentes professions devraient être surveillées et avoir comme but non pas de pérenniser leurs patients, me dites pas que ça n'existe pas chez les psychologues et autres, mais au contraire s'en débarrasser. Les abus de la part des patients devraient être punis. Coucou le trou dans la sécu, il manque l'écho. Allô, 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 allô. Pardon, je me suis perdu. Et les gens devraient se remettre en question. Je ne dis pas que la dépression n'existe pas, bien au contraire. Je pourrais même vous parler de mon expérience personnelle de cette saleté, mais là n'est pas la question. Mais justement, je vous ai donné les clés simples pour, selon moi, en sortir et qui marchent dans, disons, 90% des cas. Il n'y a pas de formule magique. Arrêtez de chercher des pilules faciles. Il suffit, entre guillemets, de bouger, de faire preuve de discipline, de goût pour l'effort, de travail, de relativiser sa situation. Putain, la France est belle quand même, merde. De retrouver un goût pour la spiritualité, travailler, travailler sa famille, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais vous comprenez très bien ce que j'entends par là. Retrouver le sens de la famille, voilà, c'est déjà mieux formulé. Un objectif de vie, là voilà votre formule. Pas de E45, pas de E58, pas de E mes couilles. Pas de chimie sauf la chimie saine de votre cerveau et de vos hormones que vous allez retrouver par l'effort, par vos valeurs, par votre vertu renouvelée. Courage, je suis là pour vous, malgré la violence apparente de cette émission. Parallèle avec Fahrenheit 451, allez on y retourne. Dans le roman, la dépendance au sédatif est illustrée par le personnage de Mildred, l'épouse de Montag, qui consomme des pilules pour fuir une réalité dénuée de sens. Là encore, parallèle avec notre civilisation
occidentale actuelle, hein, qui a perdu le sens de la vie, si je peux dire ça de manière aussi simpliste. Cette anesthésie de la conscience par la médication excessive trouve un écho dans notre société, où la consommation élevée de psychotropes peut être perçue comme une tentative d'échapper à un quotidien oppressant, ou chiant, sans but, où l'on pense que l'on a tué Dieu. Ainsi, la critique de Bradbury sur l'abrutissement des masses par les substances chimiques reste plus que jamais pertinente, nous invitant à réfléchir sur notre propre rapport aux médicaments et à la recherche du bien-être facile. Car il est normal de chercher le bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? Mais il est difficile, et ça dans cette société, ça vous fait chier. Et oui, c'est plus dur de rechercher le goût de l'effort, de la discipline, retrouver le sens du travail, de bouger, la spiritualité, l'envie de recréer une famille, d'avoir un but. Et oui, c'est plus dur. Bradbury insiste sur un autre fléau, la médicalisation excessive. Mildred, l'épouse de Montag, incarne cette dépendance aux sédatifs qui annihile toute conscience critique. Dès le début du roman, elle fait une tentative de suicide inconsciente. Elle ne s'en souvient même plus, elle ne se rend pas compte qu'elle a essayé de se suicider. Je fais un parallèle avec ce que disait très justement le Raptor dans une vieille émission, je crois que ça date pas d'hier celle-là, mais que l'alcool excessif dans les soirées étudiantes est déjà une tentative de fuite au moins, et que la drogue c'est pareil, c'est une tentative de suicide inconsciente, de s'endormir, de tomber dans la léthargie. Et donc, elle fait une tentative de suicide en absorbant un trop grand nombre de pilules. Cette scène est marquante selon moi. Au lieu d'un traitement médical traditionnel, les secours dépêchent des techniciens équipés de machines pour purger son estomac et renouveler son sang sans la moindre empathie. Là encore, j'ai vu des images du dernier salon du robot. Il y avait Ratchet, je dis ça parce que c'est un des premiers jeux auxquels j'ai joué de ma vie, un robot qui ressemble fortement à Ratchet, qui va remplacer vos infirmières. Alors, qu'on soit bien clair, il y a un débat, les infirmières font un travail formidable et elles travaillent beaucoup trop. Donc, peut-être que dans une certaine mesure, avoir ces robots-là, ça peut être intéressant. Mais attention, parce que l'excès serait absolument catastrophique. Cet automatisme montre à quel point ces overdoses sont devenues courantes, symptomatiques d'un monde où les individus cherchent à fuir, à s'enfuir, à s'enfouir. Ce sont les fameuses, je suis désolé de le dire, quitte à être encore une fois sexiste, il y a 10 fois plus de tentatives de suicide chez les femmes que chez l'homme, mais en revanche, il y a beaucoup plus de suicides réussis, si on peut dire ça comme ça, chez l'homme que chez la femme. Encore, il y a beaucoup plus de décès causés par le suicide chez l'homme que chez la femme, alors qu'il y a 10 fois plus de tentatives de suicide chez la femme, les fameuses appels au secours, qui ne sont pas à négliger, à prendre à la légère, ils viennent bien de quelque part, mais c'est quand même intéressant d'avoir ces chiffres-là en tête. Je me rends compte que l'épisode d'aujourd'hui est dur, j'espère que vous tenez le coup. Moi, moyen, mais bon, c'est pas grave, on rattrapera. Demain c'est dimanche, la société dans laquelle évolue Mildred est si vide de sens qu'elle pousse les individus à s'engourdir par les substances chimiques. Cette passivité médicamenteuse évoque l'usage actuel des antidépresseurs et anxiolytiques. Je me répète, mais c'est un sujet tellement important, qui sont souvent prescrits trop facilement pour supporter un quotidien oppressant et aliénant. Ce phénomène rappelle là encore le meilleur des mondes, et je vais essayer de réussir à le dire du premier coup, d'Huxley, où le soma est administré pour empêcher tout éveil intellectuel et émotionnel. On en reparlera, oh oui, oh oui. De même, la télévision omniprésente de Fahrenheit 451 ne se contente pas d'être un simple loisir, elle remplit les esprits de bavardages futiles et de drames insignifiants, annihilant toute velléité d'action et de réflexion. Est-ce qu'il y a du silence dans votre vie ? Moi, je vous avoue que pas beaucoup, et j'essaye d'y travailler, de retrouver un peu de silence. Et vous savez en plus que les réseaux sociaux qui vous balancent
Des news déprimantes à longueur de journée, ça a un effet catastrophique sur votre désir d'action. Mildred passe ses journées immergée dans son mur écran, interagissant avec des personnages fictifs qu'elle considère comme sa véritable famille. Ce lavage de cerveau illustre la manière dont les régimes autoritaires utilisent les médias pour abrutir les citoyens et détourner leur attention des véritables enjeux, ou bien ne leur en présenter qu'une lecture. Faut-il vraiment que je nomme les émissions de télé-réalité à la con dont s'abreuvent nos adolescents et qui finalement finissent par mieux connaître certains des personnages de ces émissions de télé-réalité que certains de leurs amis. Là encore, difficile de ne pas voir un parallèle avec notre époque où les réseaux sociaux, la télé-réalité détournent l'attention des débats fondamentaux qui sont en train de se jouer et qui sont importantissimes. Dernière partie, lueur d'espoir ou défaite amère, la fin du roman me pose une question troublante. Le salut réside-t-il dans l'érudition solitaire? Montag finit par trouver refuge auprès d'un groupe de marginaux qui ont choisi de mémoriser intégralement des œuvres littéraires pour en assurer la transmission. Mais ces hommes deviennent alors des livres vivants, chacun portant en lui une œuvre essentielle à la survie de la culture. Ce dénouement peut être vu selon moi de deux manières, voire trois. D'un côté, il offre une forme d'espoir, la connaissance ne peut être totalement détruite tant qu'il reste des individus courageux, capables de trouver une solution même imparfaite pour la préserver. Ces intellectuels qui vivent en marge de la société deviennent les garants d'un savoir oublié, attendant patiemment le jour où la société sera prête à les écouter de nouveau. D'un autre, il illustre une défaite amère, la société n'a pas su, ou pas voulu, protéger son patrimoine intellectuel, voire, si on reprend en parallèle notre cher gouvernement actuel, on cherche même pas à ne pas le protéger, mais même à le détruire. Hein. Les décapitations de statues, vous n'avez pas besoin de dessin. Les détenteurs du savoir sont contraints de vivre dans la clandestinité, à la marge. De plus, ces hommes ne deviennent les hommes que d'un seul livre et en perdent selon moi leur identité, car le but, toujours selon moi, c'est de lire plein de livres et à côté des livres, de vivre des expériences pour devenir unique. Il ne suffit pas, attention, de lire plein de livres, il faut aussi vivre des expériences dans la réalité véritable et palpable. Ce choix extrême renvoie à une image plus qu'inquiétante. Lorsque la culture est réduite à quelques initiés, elle devient élitiste, qui finit par devenir aujourd'hui un gros mot. On se fait insulter quand on est un peu dur sur l'orthographe, croyez-moi, j'en sais quelque chose. Lorsque l'on essaye de s'exprimer avec un vocabulaire la plupart du temps soutenu, quand on essaye de faire un peu attention à sa tenue vestimentaire, à son élégance globale. La question demeure, faut-il se résigner à cette marginalisation? Jamais. Ou lutter pour réhabiliter la lecture et la pensée critique au cœur de la société? J'ai choisi mon camp, camarades, avec un S, et j'en crèverai pour vous si besoin. Cette émission, malgré ses défauts, c'est moi, mes avis, mon âme, que je mets devant pour vous. Aujourd'hui encore, ce constat résonne douloureusement. L'illettrisme progresse. Il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui qui savent lire qu'avant. J'en avais déjà parlé quand je critiquais un peu les résultats PISA et ce que l'on peut en entendre un peu vite. Mais combien, par contre, ont des lectures réellement enrichissantes de manière régulière? Ceux-là sont beaucoup moins nombreux aujourd'hui qu'auparavant. Le goût pour la lecture s'amenuise. Où sont passés les clubs de lecture, les clubs de discussion, les fameux think tanks qui sont maintenant seulement des anglicismes avec des étranges dedans. La pensée critique est menacée par le règne de l'instantanéité. 9 secondes. Si vous êtes là, bravo, vous n'en faites pas partie. Nous sommes déjà à presque 50 minutes de podcast. Si Bradbury imaginait un monde où l'État imposait l'oubli par la force, notre réalité est pire. Mais la victoire n'en sera que plus grande et éclatante. Nous nous détournons volontairement de la culture, emportés par la facilité du divertissement de masse. Désolé pour...
j'ai soufflé un grand coup là. À travers Fahrenheit 451, Ray Bradbury nous met en garde contre une société qui, sous couvert de bonheur facile et de sécurité assurée par d'autres, plonge l'individu dans un état d'apathie et de conformisme total. En parallèle avec 1984, le roman ne vise pas tant la critique de la droite intellectuelle qu'une dénonciation de toute idéologie totalitaire, cherchant à abolir la pensée critique, voire la pensée tout court. Le déclin de la lecture et la montée des écrans dans notre société rappellent cruellement les travers dénoncés par Bradbury. Et encore une fois, je suis pleinement conscient et je vous dis que je travaille dessus, du fait que moi-même je passe trop de temps devant les écrans. Donc quand je vous dis que je m'applique à moi-même tous les conseils que je peux vous donner, croyez-moi bien que je le fais. Alors même que la France n'a pas eu besoin de brûler ses livres pour voir progressivement disparaître la culture, nous nous devons de nous interroger, sommes-nous en train de vivre, sans nous en rendre compte, la dystopie que Ray Bradbury dénonçait? Nous revenons sur la notion de différenciation pédagogique, approche visant à adapter l'enseignement aux divers besoins des élèves en tenant compte de leur rythme d'apprentissage. Nous rappelons qu'une application excessive ou inappropriée de cette méthode peut être contre-productive, notamment pour les élèves en difficulté. Il est donc essentiel de trouver un équilibre afin de ne pas compromettre leur progression. Et pour cela, nous allons étudier les avertissements de Philippe Pernoud, sociologue et professeur à l'Université de Genève. Et il a largement étudié les implications de la différenciation pédagogique. Il souligne que bien que cette approche vise à mieux répondre aux besoins individuels des élèves, elle peut, si elle est mal conduite, renforcer le caractère d'institution totale de l'école. En cherchant à contrôler de manière excessive les processus mentaux et les dynamiques relationnelles des élèves, on risque au contraire d'accentuer la pression sur eux, notamment sur ceux qui sont déjà en difficulté. Pernoud met en garde contre une différenciation qui, en voulant trop bien faire, pourrait limiter les stratégies d'évitement ou de protection que certains élèves adoptent pour gérer leurs angoisses ou leurs difficultés scolaires. Les risques de cette différenciation excessive. Une différenciation excessive peut conduire à une stigmatisation des élèves en difficulté. En les isolant ou en leur proposant systématiquement des tâches simplifiées, on risque de réduire leurs opportunités d'apprentissage et de renforcer leur sentiment d'infériorité. Ainsi, au lieu de les aider à combler leurs lacunes, une différenciation excessive peut les maintenir dans une position de dépendance et freiner leur progression. Laissez-moi boire un coup parce que je n'arrive plus à dire différenciation. Merci. Importance d'un rythme d'apprentissage soutenu. Les élèves en difficulté bénéficient d'un rythme d'apprentissage soutenu. En les confrontant à des défis appropriés et en leur offrant, je commence à fatiguer, je le sens dans ma diction, je m'en excuse, mais je vais le finir ce soir. Là. Il est 23h, 22h, non il n'est pas du tout 23h, il est 22h15, je ne sais pas lire l'heure. Donc, en les confrontant à des défis appropriés et en leur offrant des occasions de travailler à un niveau exigeant, puisque nous sommes dans l'exigence, ils sont encouragés à développer des compétences essentielles et à renforcer leur confiance en eux. Une différenciation qui abaisse systématiquement les exigences peut limiter leur potentiel et creuser davantage les écarts de performance. Quelques recommandations finales pour une différenciation équilibrée avant la conclusion. Diversification des modalités d'enseignement, proposer des approches variées, du travail en groupe, des projets interdisciplinaires, des supports multimédia dont on peut se servir, mais attention à gérer le temps d'écran. Il ne s'agit pas de passer maintenant des heures et des heures, enfin de mettre les élèves des heures et des heures devant des écrans en classe, parce que je pense qu'ils y sont déjà bien assez en dehors. Mais cela peut permettre de répondre à des besoins individuels. Il existe d'excellentes applications à faire sur divers supports multimédia et nous maintiendrons tout du long des objectifs communs élevés. Encouragement de l'autonomie, favoriser l'implication active des élèves dans leur apprentissage avec les fameuses
classe inversée, on pourra y revenir si vous le souhaitez un jour. Cela peut les aider à développer des stratégies d'apprentissage efficaces et à renforcer la motivation. Il en va de même avec les fameux exposés. Éviter la stigmatisation, veiller à ce que les adaptations pédagogiques ne conduisent pas à une marginalisation des élèves en difficulté, mais qu'elles soient perçues comme des opportunités de progression pour tous. En conclusion, pour les enseignants, il est essentiel de mettre en œuvre une différenciation pédagogique réfléchie qui soutient les élèves en difficulté sans les enfermer dans des attentes réduites. Les parents ont également un rôle à jouer en soutenant leurs enfants et en collaborant avec les enseignants pour assurer une progression harmonieuse. Une différenciation équilibrée profite à tous les élèves en favorisant un environnement d'apprentissage inclusif et stimulant. Eh bien, je vous gâte, on fait pas un petit épisode en plus, hein. Mémoire et avenir, l'héritage des siècles comme boussole du destin. Un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Citation du maréchal Foch. Ces mots résonnent comme un avertissement et un appel. La mémoire n'est pas un simple registre du passé, une collection poussiéreuse de souvenirs. Elle est le socle sur lequel doit s'élever l'individu, la pierre angulaire sur laquelle repose la destinée d'un peuple. Se souvenir, c'est exister. Oublier, c'est s'effacer définitivement. Dans un monde où l'instantanéité dicte ses lois, où l'immédiat triomphe sur le durable, on pourrait même en parler avec l'écologie. Est-ce qu'il vaut mieux avoir une voiture électrique qui tiendra 5 ans ou sa voiture à essence mais qui pourra faire 400 000 km et qui tiendra du coup 20 ou 30 ans. Bref, je m'égare. L'individu se noie trop souvent dans la masse amorphe de l'oubli collectif, mais cette citation du maréchal Foch nous rappelle une vérité essentielle: sans mémoire, pas d'identité, pas de grandeur, pas d'avenir. L'arbre généalogique, se connaître pour ne pas se diluer. L'homme n'est pas une feuille emportée par le vent du présent. Il est une branche d'un arbre aux racines profondes, plongeant dans les terres fertiles de ses ancêtres. Souvenez-vous de la citation de l'épisode qui sortira demain. Oula, le paradoxe temporel. Chaque génération, par son labeur, ses luttes, ses sacrifices, a pavé la voie pour celle qui lui succède. Sous les pavés, les sables mouvants. Citation de Julien Rochdy. Connaître son arbre généalogique, c'est comprendre les fondations sur lesquelles on repose. Ce n'est pas s'enfermer dans un passé révolu, mais se nourrir d'un héritage. Vous vous souvenez de la citation de Gustave Mahler. Les traditions ne sont pas le culte des cendres, mais la préservation de la flamme. Je vous fais des petites piqûres de rappel. L'homme sans mémoire familiale flotte, sans père, sans repère, sans ancrage. Il devient une ombre malléable. Et ça, qu'est-ce que c'est important aujourd'hui ? Sans père, sans mère, vous êtes malléable. Qu'est-ce qu'on le voit aujourd'hui ? Tous ces gens qui font des manifestations visant au nihilisme et à la mort de l'âme et du reste, ce sont des gens qui n'ont pas de famille ou alors une famille dysfonctionnelle. Ils sont incapables de tenir debout face aux tempêtes du monde. Ils sont les roseaux qui plient au vent et qui sont fiers d'être des roseaux qui plient. Savoir d'où l'on vient, c'est s'assurer de ne pas être déraciné. C'est bâtir sur du solide. L'histoire d'un peuple, une armure contre la médiocrité. Un peuple sans mémoire est condamné à répéter ses erreurs et à voir sa grandeur s'étioler au fil du temps. L'histoire n'est pas un simple récit figé dans les livres scolaires, elle est une boussole, une forge où se trempent les âmes, une épée qui fend l'oubli et repousse l'anéantissement. À vous de voir si vous êtes une épée en mousse ou bien une épée en acier Damas. Qui se souvient encore de Roland soufflant dans son corps à Roncevaux ? Avertissant Charlemagne de la perfidie ennemie avant de tomber fidèle jusqu'à son dernier souffle. Qui entend encore résonner les chants de gloire des chevaliers et des rois
qui de Clovis à Napoléon forgèrent une nation à la force de leur volonté. Ceux qui oublient leur histoire deviennent des peuples sans colonne vertébrale, condamnés à courber l'échine devant des vents contraires. Vous êtes des roseaux. Ne pas connaître son passé, c'est accepter de devenir le jouet du présent et renoncer à forger son avenir. La mémoire nationale est un feu que chaque génération se doit d'entretenir, sous peine de voir son peuple sombrer dans la médiocrité et la soumission. Un peuple qui oublie ses héros s'apprête à mourir. Les mythes et légendes, le souffle des siècles passés dans nos âmes. Les contes, les légendes, les mythes ne sont pas des fables pour endormir les enfants. Ils sont notre mémoire immémoriale. Souvenez-vous là encore du mot que vous entendrez demain. Une transmission orale et écrite de ce qui fonde son âme. Lorsque Homère chantait l'Iliade, il ne comptait pas seulement la guerre de Troie. Il façonnait l'identité des Grecs. Il en va de même pour Tite-Live et la civilisation romaine, l'honneur et la fidélité aux leurs. Lorsque les bardes scandinaves narraient les exploits de Beowulf ou de Siegfried, ils gravaient dans l'esprit des générations à venir un idéal de force et de droiture. Nous avons bien des mythes également. Avons-nous oublié les légendes de nos terres, les exploits de Charlemagne, l'épopée des chevaliers de la table ronde, Jeanne d'Arc, Louis XIV, Saint-Louis? Chaque nation porte en elle un souffle épique, un flambeau qu'il revient à chacun d'entre nous de porter pour ne pas sombrer dans la grisaille du conformisme et de l'oubli. Un peuple qui abandonne ses légendes s'abandonne et abandonne son âme avant tout. Il devient une foule sans rêve, sans idéal, sans espoir, sans grandeur et donc sans avenir. Honorer le passé pour bâtir l'avenir. Se souvenir, ce n'est pas s'accrocher à des cendres éteintes, c'est faire vivre la flamme. Respecter ce qui nous a précédés, ce n'est pas se replier sur soi dans une nostalgie stérile. C'est au contraire marcher plus loin encore, fort des leçons du passé, armé de la volonté d'élever encore plus haut le flambeau de ceux qui nous ont transmis leur héritage. Ce respect passe par l'éducation. C'est bien pour ça que je suis là, parmi vous et parmi les élèves que j'ai dans le reste de ma semaine. Un enfant à qui l'on enseigne son histoire, ses ancêtres, ses héros, est un enfant qui marchera droit, avec fierté et responsabilité. Que vouloir de plus? Ce respect passe par l'action. Ce n'est pas en glorifiant simplement le passé dans des discours creux qu'on lui rend hommage, mais c'est en s'en montrant digne, chaque jour dans notre travail, dans nos choix et dans notre volonté d'excellence. Nous ne sommes pas nés pour nous perdre dans la masse, pour nous noyer dans la médiocrité d'une société sans mémoire. Nous sommes nés pour prendre place dans une lignée, pour porter le poids des siècles passés et préparer les siècles à venir. En conclusion, faire résonner le corps de Roland. Roland, au col de Roncevaux, aurait pu se taire, il aurait pu mourir sans faire trembler l'air, mais il a soufflé dans son corps avec une force telle que Charlemagne, à des lieues de là, l'a entendu et est venu à son secours, et finalement au secours du pays. Nous sommes les héritiers de cette mémoire, il ne tient qu'à nous de la faire résonner à notre tour, de nous en montrer dignes, de refuser l'oubli, de refuser la médiocrité, de marcher avec fierté, les marches des fiertés, conscients de qui nous sommes et d'où nous venons. Car ceux qui n'ont pas de mémoire n'ont pas d'avenir, mais ceux qui se souviennent et qui avancent inébranlables contre le vent bâtissent des empires d'éternité. Bien sûr, et en toute modestie, laissez-moi vous offrir une réflexion érudite, en toute modestie je le disais, sur la fatuité, cette subtile qualité qui transforme un individu ordinaire en phare de son propre ego, éclairant d'un éclat aveuglant les recoins les plus sombres de la conversation. Laissez-moi boire un coup. La fatuité, ou l'art d'être son propre fan club. La fatuité, ce n'est pas simplement avoir une haute opinion de soi, c'est avoir une opinion si haute que même les oiseaux doivent prendre l'ascenseur pour la contempler. Il ne s'agit pas ici d'une simple confiance en soi, un précieux carburant qui peut nous éviter de nous excuser d'exister, et ça c'est important,
mais bien d'une conviction inoxydable que notre existence mérite d'être applaudie à chaque instant, de préférence par un public attentif et captif. Mais ne soyons pas injustes, le fatu se reconnaît rarement comme tel. À ses yeux, il n'est pas un but de lui-même, il est simplement, objectivement, remarquable. S'il parle souvent de lui, c'est avant tout pour pallier une regrettable lacune du monde qui ne le ferait pas assez. Les caractéristiques du fatu, prononcé fatu car il vous englobe dans son autosatisfaction, ceci n'est pas de la grossophobie. L'autocitation intégrée, un véritable fatu, ne vous raconte pas une anecdote, il vous livre un moment d'histoire, la sienne. Une simple question, comment vas-tu, donne alors lieu à une analyse en 3 actes de son génie méconnu et parfois même à une conclusion où il se décerne un prix Nobel de charisme. Je sais pas d'où vient cet accent. L'humilité de façade. Oh, mais vous savez, je n'ai rien fait d'extraordinaire, commencera-t-il, avant d'énumérer tout ce qui prouve le contraire dans un récit si détaillé qu'il eût mérité une bande-annonce. L'infaillibilité assumée, contrairement aux êtres faillibles, le fatu ne doute jamais. Il ne pense pas qu'il a raison, il sait qu'il a raison. Et le fait que d'autres puissent envisager d'avoir une opinion différente l'emplit d'un mélange de perplexité et de pitié condescendante. Règle numéro 1, j'ai toujours raison. Règle numéro 2, si j'ai tort, se référer à la règle numéro 1. Le mépris poli face à une idée opposée, il n'entre pas dans le conflit, il affiche un sourire indulgent. Celui qui dit en silence « Oh, pauvre Amérante, tu crois donc argumenter, alors que tu ne fais que t'égarer hors du temple de ma vérité. » Donc si vous pensez un seul instant que je fais preuve de fatuité, vous vous trompez. Je ne cherche qu'à progresser avec vous. Parents, votre rôle est d'inculquer des valeurs saines, de laisser vos enfants être naturellement curieux d'apprendre, d'enrichir leur monde, de veiller à leur sommeil, leur alimentation, le temps d'écran, de communiquer avec leurs enseignants. Vous êtes ce qu'il y a de plus important pour vos enfants. Nous, enseignants, il est bon de le rappeler, nous devons aider à la formation des valeurs saines, naturelles, en premier lieu d'entre elles la curiosité. Plus tard, nos élèves feront leur choix personnel en responsabilité, avec une base solide ainsi qu'un esprit critique affûté tel une lame de rasoir, prêt à débattre d'absolument tous les sujets en bonne intelligence. Mais l'un de nos nombreux rôles restera toujours de protéger la nature comme l'enfance dans son innocence. Donnons-leur du savoir, apprenons-leur à être avec l'aide de leurs parents et de l'ensemble de la communauté éducative. Et enfin, et ce sera notre plus bel objectif, à savoir devenir, retrouvons ensemble une communauté éducative soudée. Cessons de nous tirer dans les pattes. Nous valons mieux que cela. Au revoir. Peace ball.